Cette vie ne vous appartient pas. La machine vous a déjà acheté. Votre vie a cessé d'être un territoire propre pour devenir un produit d'échange sur le marché existentiel. Quelqu'un d'autre vend votre temps, votre attention et votre énergie vitale, et vous avez signé le contrat sans même lire les petites lignes. Réfléchissez-y profondément. L'épuisement existentiel que vous ressentez chaque dimanche au crépuscule n'est pas une simple paresse ni une faiblesse morale. L'anxiété abstraite et persistante qui vous pousse à vérifier obsessionnellement votre solde bancaire n'est pas une névrose individuelle, c'est la fumée toxique d'un incendie structurel. Je suis ici pour vous montrer non seulement les flammes, mais aussi les architectes de l'incendie, les combustibles utilisés et les faux plans d'évacuation qui vous ont été remis. Vous allez travailler, vous produisez une valeur qui ne vous appartient pas, vous consommez des produits qui atténuent temporairement la douleur de la production et vous répétez le cycle comme un rituel séculier. Mais à un moment du circuit fermé, peut-être en attendant un transport ou dans le silence différé de l'aube, la question frappe avec la force d'une vérité niée. Pour qui êtes-vous réellement en train de vivre ? Votre temps, cette matière première irrécupérable de votre existence, devient une ressource que vous gérez avec des applications de productivité. Votre créativité innée se réduit à une compétence destinée à enrichir votre CV. Vos relations humaines, avec leur complexité et leur profondeur potentielle, s'aplatissent en un réseau de contacts utilitaires. Vous devenez ainsi le gestionnaire docile de votre propre exploitation, optimisant le processus par lequel on vous dépouille de votre essence. Et au plus profond, dans un lieu antérieur au langage, vous sentez que l'on vous vole quelque chose de si fondamental que vous ne possédez même pas les mots pour le nommer. Ainsi, vous n'êtes pas simplement déprimé, vous êtes aliéné. Ce mot, aliénation, peut sembler être un terme poussiéreux issu d'un vieux livre de philosophie, une relique d'un autre temps, mais c'est la clé maîtresse qui ouvre la serrure de votre malaise contemporain. Un homme mort dans la misère matérielle il y a plus de 140 ans, Karl Marx, n'a pas seulement donné un nom à votre vide existentiel, il a disséqué, avec une précision chirurgicale, la machine sociale qui le produit systématiquement. Et son diagnostic n'était pas réservé aux ouvriers en salopette dans des usines enfumées. Il était, et il l'est encore, destiné à toute personne dont la vie a été transformée en marchandise, dont le temps a été monétisé. À vous, qui échangez des heures de vie finies contre des chiffres fluctuants sur un compte numérique, qui cherchez du sens dans les algorithmes des réseaux sociaux et de la validation sur des écrans reflétant une identité soigneusement mise en scène. Mais ceci n'est pas une simple leçon d'histoire économique, c'est un manuel d'autopsie pour que vous disséquiez votre propre réalité. Ce que Marx décrivait comme « le système » ne se limite pas aux usines du XIXe siècle. Ce sont les engrenages invisibles qui organisent chaque aspect de votre monde moderne. La dette étudiante ou hypothécaire que vous signez comme un pacte avec l'avenir, la performance que vous optimisez à travers la culture du hustle, l'anxiété que vous médicalisez et normalisez comme une défaillance personnelle. La promesse est simple et directe. Dans le voyage que nous allons entreprendre, cette prison invisible que vous habitez révélera ses barreaux, et en comprenant son architecture, vous tiendrez le plan de l'évasion. Car comprendre l'aliénation à sa racine n'est pas un exercice théorique abstrait, c'est allumer la lumière de la conscience critique et voir, pour la première fois, avec une clarté implacable, les contours précis de la cage dans laquelle vous avez toujours vécu, respiré et rêvé. Le prophète empoisonné. Comment on forge un homme qui déclare la guerre à la réalité ? Détruisons le premier idole, abattons la statue. L'image du barbu solennel et immobile, le buste de marbre dressé sur les places des régimes déchus. Car le véritable Karl Marx n'a pas été façonné dans la tranquillité des bibliothèques, mais sur l'enclume brûlante de l'échec, de l'exil et de la nécessité. Sa vie n'est pas une simple biographie linéaire, c'est un manuel sur la manière dont la réalité peut briser un homme en 1000 fragments et comment celui-ci décide ensuite de ramasser ces morceaux pour briser la réalité elle-même. Imaginez ce premier traumatisme philosophique fondateur. Vous avez 6 ans. Votre père, Heinrich Marx, avocat brillant et homme des Lumières, défenseur de la raison, s'agenouille.
Il se convertit au protestantisme non par élan sincère de foi, mais par pure survie sociale. Car dans la Prusse antisémite du XIXe siècle, être juif signifie voir les portes de l'État, de l'université et de la société respectable se refermer brutalement. Votre premier souvenir conscient n'est pas un jeu d'enfant, mais une capitulation pragmatique. La leçon est claire et brutale. La vérité, votre identité, votre lignée sont des monnaies d'échange négociables. La réalité est un théâtre d'apparence et l'intégrité un luxe que votre famille ne peut se permettre. Combien de masques avez-vous portés aujourd'hui pour survivre ? La personnalité professionnelle inoffensive, les opinions que vous modérez lors d'un dîner familial pour éviter le conflit, voilà son entraînement initial dans l'hypocrisie nécessaire, voir le monde comme une farce gigantesque où il faut jouer un rôle pour ne pas périr. Mais il était un prodige intellectuel, un titan de l'esprit qui dévorait philosophie, histoire, poésie et droit avec une voracité insatiable. Et voici le second acte de la tragédie, offrir à une intelligence d'une telle puissance et d'un tel besoin de cohérence un monde qui refuse obstinément d'être rationnel, juste ou libre. À 24 ans, il écrit des articles journalistiques qui sont de véritables œuvres d'art du venin politique et de la satire philosophique. Il analyse par exemple la misère des paysans contraints de voler du bois pour survivre et démontre avec une logique implacable que les nouvelles lois n'incarnent pas la justice abstraite mais la rationalisation juridique du pillage perpétré par les puissants. Ces mots sont des couteaux affûtés par la dialectique. Mais chaque lame lancée se heurte à un mur impénétrable de censure étatique et de répression politique. Il est expulsé successivement de Prusse, puis de France, puis de Belgique. Il devient un apatride chronique, un homme sans passeport valable, poursuivi par les espions de la moitié de l'Europe qui voient en ses idées un danger contagieux. Ainsi, Marx apprend dans sa propre chair la leçon fondamentale qui marquera toute son œuvre. Les idées, aussi brillantes, élégantes ou vraies soient-elles, sont inutiles, éthérées, si elles ne transforment pas la matière concrète de l'existence. La philosophie cesse d'être un jeu de salon pour Aristote de la pensée et devient un marteau destiné à frapper l'enclume de l'histoire. Il faut un instrument théorique capable non seulement d'interpréter le monde de diverses manières, mais de le fissurer, de le transformer. Sa vie n'a plus de patrie terrestre, sa seule nation sera la vérité nue, aussi inconfortable soit-elle. Cela vous semble-t-il familier ? Cette rage impuissante et suffocante lorsque vous voyez une injustice évidente et que votre réponse maximale consiste à publier un message indigné ou signer une pétition en ligne ? Lui l'a ressenti à une échelle cosmique, face à des monarchies et des États répressifs. Et il a décidé que si le système ne lui accordait pas une place au soleil, il déclarerait la guerre à la totalité du système, à ses fondations économiques et à ses justifications morales. Entre alors en scène l'allié nécessaire, le contrepoint vital, Friedrich Engels. Oubliez l'image simpliste de collaborateur ou de mécène. Engels est le témoin à charge, le lien avec la réalité matérielle la plus brutale. Tandis que Marx théorise et écrit dans le silence de la British Library, Engels se trouve à Manchester, au cœur de l'enfer industriel, observant les entrailles sanglantes du monstre. Des enfants de 5 ans s'épuisant dans les filatures, des mères vieillissant prématurément à 30 ans, des corps brisés et tuberculeux utilisés comme fusibles jetables du progrès capitaliste. Il envoie à Marx des rapports détaillés, de véritables autopsies sociales, statistiques de l'horreur. Mais Marx n'est pas dans la tranchée physique, sa tranchée est mentale, conceptuelle. Son génie est aussi une malédiction. Sa tâche monumentale consiste à traduire la souffrance concrète, les cris étouffés, en équations philosophiques précises. Transformer les pleurs d'un enfant en théorie de la plus-value. Convertir l'odeur nauséabonde des faubourgs industriels en concept d'exploitation. C'est le pont le plus pervers et le plus nécessaire. Un homme assis à un bureau, écrivant avec ses vêtements mis en gage, tentant de capturer l'enfer terrestre dans un schéma logique impeccable. Et la vie lui fait payer un prix brutal, existentiel. Il vit avec sa famille dans 2 pièces sordides du Soho londonien, dans la misère la plus abjecte.
Sur ses 6 enfants, 3 meurent en bas âge, en partie à cause des conditions de vie déplorables, de la faim et des maladies. Dans une lettre déchirante adressée à Engels, il écrit que son épouse Jenny ne possède même pas un manteau convenable pour aller enterrer leur petite-fille Francisca. Arrêtez-vous un instant et mesurez l'absurdité tragique de cette situation. L'homme qui déchiffre la logique économique cachée de l'Empire britannique, la puissance la plus riche du monde, ne peut réunir les pièces nécessaires pour payer un cercueil digne à sa propre fille. Ainsi, son écriture n'est pas de l'encre sur du papier, c'est de la bile condensée, de la rage solidifiée en prose. Le Capital n'est pas un traité économique froid et aseptisé, c'est le journal d'un homme qui voit le spectre de Méphistophèles dans chaque billet de livre sterling, qui écrit avec le fantôme de ses enfants morts respirant dans sa nuque, l'accusant peut-être d'avoir choisi la révolution plutôt que leur bien-être immédiat. Sa théorie ne naît pas d'une observation académique distante, elle naît de la rage existentielle la plus profonde, d'une douleur si aiguë qu'elle ne pouvait être transmutée qu'en analyse glaciale. Pensez-vous que le communisme, comme idée force, soit né d'un calcul froid et désincarné? Vous vous trompez profondément. Il est né d'une douleur humaine transformée en acier conceptuel, d'une colère si profonde et si juste qu'elle s'est cristallisée en analyse implacable. Votre indignation quotidienne, celle que vous anesthésiez par le divertissement compulsif et la consommation compensatoire, est faite de la même matière brute, la même étincelle éthique. La différence radicale est qu'il a laissé cette étincelle incendier son esprit et sa vie pendant 40 années de travail obstiné, jusqu'à forger un instrument théorique capable de voir à travers l'acier des structures sociales. Il n'était pas un saint d'icône, il était obsessionnel, père souvent absent, mari difficile, homme enivré de l'ampleur de sa mission historique, mais au cœur de cette obsession, il a accompli un geste radical et indélébile, regarder le monstre économique droit dans les yeux, sans romantisme, et le disséquer. Et maintenant, vous, dans votre siècle, héritez de ce regard lucide et inconfortable. La question décisive n'est plus de savoir si vous approuvez ou rejetez toutes ces solutions politiques. La question qui résonne dans votre silence est la suivante. Que ferez-vous de votre propre colère, de votre indignation latente? La gérerez-vous en petites doses d'indignation numérique éphémère ou oserez-vous l'utiliser comme combustible pour voir, une fois pour toutes, ce qui se cache réellement derrière le rideau du spectacle social? Votre esprit est une usine, manuel de démontage du malaise contemporain. C'est ici que la théorie quitte définitivement l'étagère pour devenir miroir. C'est ici que vous allez comprendre, avec une clarté parfois douloureuse, pourquoi votre épuisement possède une structure logique, pourquoi votre anxiété suit un schéma prévisible. Nous ne parlons pas d'archéologie sociale du 19e siècle, nous parlons du code source, des algorithmes cachés qui produisent votre malaise quotidien. Commençons par dénouer le tour de magie économique fondamental, celui que nous ressentons tous dans notre chair mais que peu osent nommer avec précision. Oubliez un instant le mot exploitation. Il est usé par l'usage, domestiqué par la rhétorique. Parlons du sortilège mathématique pur, de l'équation cachée, la plus-value. Imaginez votre journée de travail standard comme un niveau d'un jeu vidéo de 8 heures. Vous entrez, vous produisez de la valeur, un rapport, du code, un service, une marchandise, vous accomplissez votre tâche. Voici le tour d'illusionniste parfait. Selon l'analyse marxiste, au cours des 2 ou 3 premières heures de votre journée, vous avez déjà généré une valeur équivalente à votre salaire quotidien. Vous avez payé, par votre travail, votre propre coût de reproduction en tant que travailleur, ce qu'il faut pour que vous reveniez demain, logement, nourriture, transport. Les 5 ou 6 heures restantes constituent un pur surplus pour celui qui possède les moyens de production. Cette création de valeur non rémunérée est la plus-value. Ce n'est pas un vol mélodramatique digne d'un brigand, c'est une extraction silencieuse, mathématique, légale et systémique. On ne vous vole pas seulement un effort physique, on vous vole du temps de vie irrécupérable, des fragments de votre biographie finie. Chaque minute supplémentaire non payée est une phrase de votre roman personnel écrite non pour vous, mais comme bénéfice pour un autre. Ainsi, votre salaire mensuel n'est pas le prix juste de votre travail total, il est le prix de votre survie minimale, l'appât nécessaire pour que vous reveniez demain à la roue et soyez à nouveau dépouillé de manière cyclique. C'est le mécanisme d'une horloge qui compte des heures étranges.
traduction dans votre réalité contemporaine, le succès spectaculaire de l'influenceur entrepreneur qui vous vend des formations en productivité et en liberté financière est en grande partie construit sur le temps volé et aliéné d'autres personnes. Sa liberté est le reflet spéculaire de milliers de journées aliénées. Son heure de podcast vaut ce qu'elle vaut parce que votre heure au bureau ou en télétravail vaut moins que ce que vous produisez réellement pour le système. Mais le sort est si parfaitement exécuté qu'il vous pousse à admirer le magicien, l'entrepreneur prospère, à désirer sa position au lieu de voir le mécanisme caché du tour, l'appropriation privée de la valeur collective. Et cela nous conduit directement au cœur du diagnostic, au concept central qui explique votre malaise moderne, l'aliénation. Ce n'est pas un vague sentiment d'insatisfaction, c'est un processus de chirurgie sociale en 4 actes successifs, une dissection méthodique de votre humanité. Acte 1. Aliénation du produit de votre travail. Vous ne voyez pas votre âme, votre empreinte créative singulière dans ce que vous produisez chaque jour. Votre ligne de code, votre rapport trimestriel, le sandwich que vous assemblez, la feuille de calcul interminable devient quelque chose d'étranger, une marchandise qui se sépare de vous à l'instant même où vous la créez et est lancée sur le marché. Elle ne porte pas votre signature, elle n'est pas une extension de votre être, c'est un objet qui naît de vos mains et vous échappe. Ainsi, votre travail ne vous construit pas, ne vous réalise pas, il vous démonte, il vous vide. À la fin de la journée, vous êtes plus creux, plus épuisé existentiellement qu'au départ. Parce que vous avez externalisé une part tangible de votre vie potentielle, de votre temps créatif, dans un objet qui ne sera plus jamais le vôtre et dont le destin final vous est indifférent. Si vous avez constamment l'impression que ce que vous faites ne vous représente pas, que cela vous est étranger, ce n'est pas une simple crise existentielle, ni un problème d'attitude. C'est la conséquence presque mécanique de votre position dans l'engrenage productif. Acte 2. Aliénation de l'acte de travailler lui-même. Le travail cesse d'être une fin en soi, un acte de création joyeuse ou de service porteur de sens, pour devenir exclusivement un moyen en vue d'une fin extérieure. Survivre, payer des factures. Le quoi de votre activité, son contenu, sa signification, est sacrifié sur l'autel du pourquoi, le salaire final. L'acte se pervertit. Vous devenez un appendice interchangeable d'une machine plus vaste. Votre créativité innée, votre jugement personnel, votre rythme naturel sont perçus comme des obstacles à l'efficacité et à la standardisation. Le lundi devient votre ennemi ontologique, une intrusion dans votre temps de vie. Le vendredi devient un faux dieu dont vous êtes le dévot par nécessité. Et le dimanche soir, cette angoisse familière n'est que la prémonition de devoir à nouveau mutiler votre temps vital, redevenir instrument. Vous ne détestez pas forcément les tâches en elles-mêmes, vous détestez la conversion forcée, l'alchimie perverse qui transforme votre vie en pur moyen au service d'une fin étrangère. Acte 3. Aliénation de votre essence en tant qu'être humain. Pour Marx, l'essence humaine réside dans la capacité de créer librement et consciemment, de transformer le monde avec intention, de collaborer à des projets communs, d'imaginer des futurs différents. Voilà notre essence d'espèce. Mais le système capitaliste réduit votre humanité multiple à une seule fonction utilitaire, consommer. Votre valeur sociale ne réside plus principalement dans ce que vous produisez pour la communauté, mais dans votre capacité à acheter ce que d'autres ont produit. Votre être se réduit à l'avoir. Vous vous sentez comme un animal étrange, enfermé dans un zoo de verre et d'acier. Vous savez à un niveau profond et intuitif que vous pourriez être davantage, créer plus de beauté, coopérer plus profondément, apporter plus de sens. Mais le système vous offre à la place un catalogue infini d'identités préfabriquées à acquérir. Le sportif performant, le passionné culturel, le voyageur instagrammable, l'entrepreneur infatigable, vous vous éloignez ainsi de votre propre capacité humaine. Votre anxiété de fond ne concerne pas seulement ce que vous êtes, mais le spectre de tout ce que vous pourriez être. Tandis que le système vous murmure que ce potentiel n'est ni rentable, ni réaliste. Acte 4. Aliénation des autres, de vos semblables.
C'est la plus insidieuse, celle qui empoisonne silencieusement le puits de vos relations humaines. Si nous sommes tous sur le marché du travail des marchandises à vendre, une force de travail, et des concurrents pour des ressources rares, emploi, promotion, reconnaissance, alors l'autre cesse d'être un camarade potentiel, un collaborateur naturel. Il devient au mieux un collègue, au pire une menace latente. Le collègue susceptible d'obtenir la promotion que vous convoitez. Le voisin dont la réussite économique ou sociale vous fait sentir inférieur. La communauté humaine naturelle se transforme en réseau de suspicion et de comparaison constante. Ainsi, votre solitude chronique, cette sensation d'isolement au milieu de la foule, est structurelle. Vous n'êtes pas seul par caprice du destin ou par manque de compétences sociales. Le système a besoin que vous soyez seul, atomisé, en compétition permanente pour des miettes, afin que vous ne vous unissiez jamais pour demander ensemble qui a écrit ces règles, pourquoi favorise-t-elle toujours la même maison, et pourrions-nous en écrire de nouvelles? Votre méfiance envers autrui n'est pas une simple paranoïa individuelle. Elle est la conséquence logique d'un monde qui transforme chaque relation humaine potentielle en transaction économique ou en lutte compétitive. Voyez-vous dans cette analyse un pessimisme excessif, une impasse sans issue? Tenez bon, respirez, car voici la partie qui relie tous ces éléments et vous fera comprendre pourquoi vous croyez ce que vous croyez, pourquoi vous considérez comme normal ce qui est en réalité historiquement contingent. Cela nous conduit au moteur caché, au scénariste secret de l'histoire, le matérialisme historique. Ce n'est pas une simple théorie de l'histoire, c'est la théorie du scénario invisible que l'histoire met en scène à sa surface. Vous avez appris l'histoire comme un récit épique ou une chronique de rois, de batailles, de héros individuels et de dates mémorisables. Voilà le film projeté à l'écran, la narration superficielle. Marx vous dit « Cessez de regarder uniquement l'écran et observez la machinerie qui produit le film ». Toute société, affirme-t-il, repose sur une structure fondamentale à deux niveaux. En bas, les fondations, l'infrastructure. C'est la base matérielle et économique réelle. La question essentielle est la suivante. Qui possède et contrôle les moyens de produire la richesse sociale? La terre, les usines, les outils, les serveurs, les plateformes numériques, les algorithmes. Est-ce un seigneur féodal, un capitaliste industriel, un fonds spéculatif, un géant technologique? Voilà le socle déterminant, celui qui fixe en dernière instance les règles fondamentales de ce qui est produit, de la manière dont cela est produit et surtout pour qui cela est produit et comment cela est distribué. Au-dessus, la décoration et le récit, la superstructure. C'est tout le reste, ce qui semble autonome. Votre morale, vos lois, votre religion ou son absence, votre philosophie politique, votre culture populaire, vos idées de bon sens, ce que vous considérez comme naturel ou désirable. Cette superstructure n'est pas indépendante, elle fonctionne, dans une large mesure, comme un écran de veille ou une interface qui justifie, stabilise et perpétue l'infrastructure sous-jacente. Elle légitime l'ordre existant. L'infrastructure est le code source, le système d'exploitation profond souvent écrit dans le langage de la propriété et du pouvoir. La superstructure est l'interface utilisateur, séduisante et intuitive, avec ses icônes attractives, valeurs, idéaux, et ses récits convaincants, le rêve de la réussite individuelle, le mythe du progrès linéaire. Vous, en tant qu'utilisateur de la société, interagissez principalement avec cette interface. Mais ce sont les règles cachées du code source qui déterminent en dernière instance ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et même ce que vous n'imaginez pas pouvoir faire. Ainsi, votre bon sens n'est ni aussi commun ni aussi naturel que vous le supposez. Il est l'écran de veille propre à votre époque historique et à votre position sociale. Votre foi presque religieuse dans l'effort individuel et la méritocratie comme moteurs exclusifs du succès, c'est l'écran parfait, optimisé pour l'ère néolibérale mondialisée. Il vous fait croire que votre position dans le monde, réussite ou échec, dépend exclusivement de votre talent et de votre travail personnel. Mais cet écran masque élégamment le code source. Vous naissez dans un contexte matériel précis.
Héritage économique, accès à une éducation de qualité, réseaux familiaux, capital culturel, qui conditionnent de manière écrasante l'issue finale. Le rêve vous pousse à fixer obsessionnellement votre attention sur votre propre effort ou son absence, détournant votre regard des règles inégales du jeu économique. Votre obsession contemporaine pour l'authenticité, pour trouver votre vrai moi, pour construire votre marque personnelle, c'est l'écran caractéristique d'une économie qui a marchandisé absolument tout, y compris votre identité et votre quête de sens. Lorsque votre travail aliéné ne vous procure plus appartenance ni accomplissement, vous cherchez ce sens dans votre style de vie mis en scène, dans vos consommations culturelles sélectionnées, dans votre projection soigneusement éditée sur les réseaux sociaux. Le système, avec une intelligence perverse, vous vend la solution. Cette expérience transformatrice, ce programme de développement personnel, ce style distinctif ou vide existentiel qu'il a lui-même créé en vous séparant de votre travail et de votre communauté. Nous arrivons ainsi inévitablement au conflit dynamique qui met toute cette machinerie historique en mouvement, la lutte des classes. Et ici, il faut briser un autre mythe simplificateur. Il ne s'agit pas simplement d'une opposition riche contre pauvre, c'est plus profond, plus structurel. C'est le conflit entre ceux qui vivent principalement du travail d'autrui, en s'appropriant la plus-value, et ceux qui vivent de leur propre travail, en vendant leur force de travail. Entre ceux qui possèdent et contrôlent les moyens de production, la terre, l'usine, le capital financier, les algorithmes stratégiques, et ceux qui ne disposent que de leur temps mental et physique à vendre. Votre supérieur immédiat, votre manager, n'est pas nécessairement un méchant conscient. Il est souvent un autre personnage pris dans le même scénario, exploité lui aussi, dans un degré différent, et soumis à des pressions. Il peut même être sympathique, offrir des pizzas le vendredi et s'enquérir de votre famille. Mais sa fonction structurelle est claire, il doit extraire suffisamment de plus-value du temps de son équipe pour que le service soit rentable, pour que les chiffres soient au vert. Sa bonté personnelle est en fait de compte secondaire face à la logique froide du système. Comme dans un jeu narratif, un antagoniste peut avoir une histoire tragique et compréhensible, sa fonction reste pourtant d'être l'obstacle. Traduction brutale de cette dynamique dans votre psychologie quotidienne, votre anxiété permanente liée au statut, votre peur viscérale de la précarité, votre désir compulsif de progresser, de réseauter stratégiquement, de vous optimiser sans cesse pour rester employable, ne sont pas des défauts moraux. Vous n'êtes pas faible ni cupide pour ressentir cela. C'est le système d'exploitation économique qui tourne dans votre esprit. Le jeu est dessiné pour vous faire rivaliser férocement avec la personne à côté de vous pour les miettes, pour cette promotion unique, afin que vous ne leviez jamais ensemble les yeux et ne demandiez qui a dessiné ce jeu, qui s'approprie la part du lion de ce que nous produisons collectivement, pourquoi les règles favorisent-elles toujours, systématiquement, la maison. Ainsi, votre aliénation, votre vide, votre anxiété ne sont pas un accident ni une pathologie individuelle. Ils constituent le fonctionnement normal et attendu du système. Votre vide existentiel est le sous-produit nécessaire d'une machine qui exige que vous soyez simultanément producteur discipliné et consommateur anxieux et insatiable. Votre peur de l'avenir, de la perte de statut, de l'exclusion est le lubrifiant psychologique qui empêche la machine de rouiller et maintient les rouages en mouvement sans question profonde. Cela peut paraître être la description d'une cage parfaite, mais je vous ai conduit dans cet espace inconfortable de clarté pour une raison précise. Car voir la cage avec netteté, toucher ses barreaux est le premier pas décisif pour cesser d'y être un animal inconscient. Et l'étape suivante, celle qui suit cette prise de conscience, n'est pas nécessairement un appel à la révolution violente, ni à une utopie instantanée. C'est quelque chose que vous pouvez commencer dès demain, dans votre esprit, dans votre regard quotidien. Maintenant que vous voyez la matrice, de la conscience à la pratique, voici la question pratique, celle qui fait mal parce qu'elle exige une réponse. Que diable allez-vous faire de tout cela ? Vous n'êtes pas un ouvrier industriel du Manchester du 19e siècle. Vous n'allez pas prendre un fusil et attaquer des usines. Cela signifie-t-il que vous êtes condamné à rester pour toujours un spectateur lucide mais passif de votre propre aliénation, un flâneur mélancolique de votre exploitation ? Non, absolument pas.
car le premier acte de liberté authentique n'est pas de transformer immédiatement le monde extérieur, tâche colossale, c'est de transformer votre relation à lui, de le voir avec une clarté dépouillée d'illusions. À partir de ce nouveau terrain ferme de la conscience, vous pouvez commencer à hacker votre position dans le système, à créer des espaces d'autonomie, à pratiquer une forme de désertion mentale qui précède tout changement structurel. Je vous propose donc un premier hack philosophique, une pratique concrète que vous pouvez appliquer dès demain. La pratique de la reconnaissance consciente. Demain, dans votre travail, dans votre routine, vous accomplirez un seul exercice d'attention pure. Identifiez un moment cristallin d'aliénation. Un seul, net, et le nommer mentalement à l'aide des concepts que vous possédez désormais. Ce sera ce rapport absurde dont vous savez au fond de vous que personne ne le lira jamais. Cette réunion interminable qui aurait pu être résolue par un courriel de 2 lignes. Le sourire forcé et servile que vous offrez à un client qui vous méprise ouvertement. L'instant précis où vous appuyez sur « Envoyer » et sentez physiquement qu'une part significative de votre énergie vitale, de votre temps irremplaçable, disparaît pour toujours dans un trou noir organisationnel sans retour. Ne luttez pas contre cela à cet instant, ne vous plaignez pas, observez simplement comme un ethnographe de votre propre vie et dites intérieurement avec la précision d'un diagnostic « Ceci est l'aliénation de l'acte de travailler. Ceci est ma vie convertie en cet instant précis en pur instrument au service d'une fin étrangère. » Ce simple acte de nomination théorique est un geste de souveraineté cognitive. Vous retirez le pouvoir à la normalité incontestée. Vous cessez d'être un symptôme passif du système pour devenir un sujet capable de diagnostiquer son propre malaise. Vous n'êtes plus simplement stressé ou épuisé, vous êtes aliéné. Et en appliquant le concept juste, le sortilège du normal commence à se fissurer. La brume dense de la routine acceptée se dissipe, ne serait-ce qu'un instant, et le mécanisme apparaît à nu. Deuxième hack, l'archéologie de la consommation. La prochaine fois que vous achetez quelque chose, un téléphone, un repas rapide, un abonnement, un vêtement bon marché, ne pensez pas seulement au prix. Posez-vous même brièvement cette question inconfortable. Combien de vies aliénées, combien de journées de temps volées sont condensées et invisibilisées dans cet objet ? Ne le faites pas principalement pour vous sentir coupable ou vous paralyser. La culpabilité individuelle est un excellent lubrifiant du système. Elle immobilise dans l'auto-accusation et détourne l'énergie de toute lucidité collective. Faites-le plutôt pour voir les connexions invisibles, pour rendre tangible la chaîne mondiale de l'aliénation. Derrière chaque marchandise bon marché se cache probablement une longue chaîne de temps de vie confisqués, de créativité mutilée, de vies humaines réduites à leur pure fonction productive quelque part dans le monde. En visualisant cela, même imparfaitement, l'objet perd son aura magique. Il cesse d'être fétichisé. Il révèle ses coûts humains cachés. Et vous, dans cet acte de voir, cessez d'être un simple consommateur passif, vous devenez pour un instant un archéologue critique de la réalité sociale. C'est dur, c'est inconfortable, mais c'est réel. Et la vérité, même si elle blesse d'abord, est le seul terrain solide à partir duquel quelque chose de différent peut être construit. Car tout cet exercice, en essence, ne consiste pas à accuser des individus particuliers, votre supérieur, l'entrepreneur, le politicien. Il s'agit fondamentalement de cesser de vous mentir à vous-même, de brasser l'auto-illusion que le système encourage. Marx, en tant qu'outil intellectuel, ne vous offre pas un plan politique parfait et détaillé pour le XXIe siècle. Il vous offre quelque chose peut-être plus précieux et plus durable, l'antidote intellectuel contre le grand mensonge. Le mensonge que l'on vous répète par tous les canaux. Si vous travaillez dur, vous serez libre et riche. Le mensonge que vous vous racontez pour survivre. Ma valeur en tant que personne équivaut à ma productivité. Le mensonge médicalisé. Votre anxiété et votre vide sont un simple déséquilibre chimique personnel, un trouble à traiter, et non le symptôme légitime d'un malaise social. Maintenant, le défi pratique, le passage de la pensée à un petit acte de communion consciente. Ne me dites pas dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec Marx sur le plan idéologique. C'est trop facile, cela reste dans le débat abstrait. À la place, si ce texte a résonné en vous,
Je vous propose ceci. Écrivez pour vous-même ou partagez, si vous le souhaitez, un seul mot. Le mot qui définit aujourd'hui votre forme la plus aiguë et la plus précise d'aliénation. Est-ce déconnexion de ce que vous faites? Routine mécanique? Peur de tomber? Compétition toxique? Vide de sens? Culpabilité de ne pas produire davantage? Épuisement existentiel? Faisons quelque chose de cette reconnaissance. Construisons ensemble, même symboliquement, le dictionnaire vivant de notre malaise commun. Une mosaïque de mots-clés qui prouve en temps réel et de manière tangible que tout cela n'est pas une théorie abstraite formulée par un homme mort il y a un siècle et demi. C'est la texture concrète, douloureuse et partagée de nos vies contemporaines. Vous n'êtes pas seul dans la cage. Nous ressentons tous, à des degrés divers, la froideur des barreaux, même si jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions pas les nommer avec précision. Cet acte partagé de nomination, de reconnaissance dans la souffrance de l'autre, constitue notre première forme de connexion humaine réelle et non aliénée. Une connexion forgée dans la reconnaissance honnête et courageuse de l'enfermement commun. Aujourd'hui, nous avons démonté, pièce par pièce, la machine invisible qui vous vole systématiquement votre vie. Nous avons nommé ses engrenages principaux. La plus-value, le vol mathématique du temps, l'aliénation, la dissection quadruple de votre humanité, le matérialisme historique, le scénario caché de l'histoire. Mais cette connaissance, cette clarté, vous laisse debout dans un lieu profondément inconfortable, n'est-ce pas? Un lieu dangereux. Si l'ancien monde, celui qu'on vous présentait comme le seul possible, se révèle être une prison spirituelle élégamment décorée, si le dieu de la consommation et du succès individuel montre ses pieds d'argile, en quoi croyez-vous maintenant? Sur quel fondement, véritablement vôtre, allez-vous construire votre sens à partir d'aujourd'hui? C'est ici que la philosophie cesse d'être une analyse externe et devient personnelle, urgente, vitale. Tuer les fausses idoles, le marché comme Dieu, le succès comme salut, n'est que la première étape, la négative. La seconde étape, infiniment plus difficile et cruciale, consiste à construire votre propre temple intérieur sur un terrain désormais dégagé mais incertain. Vous avez besoin de nouveaux outils pour vivre parmi les ruines fumantes de l'ancien système, sans devenir cynique, la capitulation déguisée en intelligence, sans vous résigner, l'acceptation passive, sans tomber dans de nouveaux dogmes ou de nouveaux messies, la répétition de l'erreur. Par conséquent, notre prochaine rencontre philosophique ne vous offrira pas de consolation bon marché. Elle ne vous donnera pas de réponse facile, enveloppée dans un positivisme toxique. Elle vous donnera quelque chose de bien plus puissant et transformateur, le marteau conceptuel pour forger votre propre sens à partir de zéro. Elle vous apprendra à dire oui à la vie de toutes vos forces, même lorsque vous regardez en face l'abîme de l'absence de sens préfabriqué. À transformer votre juste colère et votre douleur légitime, non en ressentiment, mais en affirmation créatrice. À vivre sans Dieu et maîtres extérieurs, dans un univers physique qui ne vous doit rien et n'a aucun plan pour vous, et à trouver dans cette liberté vertigineuse la source de votre plus grande responsabilité et de votre pouvoir. Car une fois que vous voyez l'aliénation avec cette clarté, votre vie telle qu'elle était programmée ne vous appartient plus. Votre prochaine mission, la seule véritablement digne d'être entreprise, est de la reprendre, pièce par pièce, sens par sens, instant de conscience après instant de conscience. Et ce voyage, le voyage de l'individu qui se lève et marche dans un monde désenchanté mais rempli de nouvelles possibilités, ce voyage de celui qui décide d'être l'auteur et non seulement le personnage de sa propre biographie, ce voyage de celui qui décide d'être l'auteur et non seulement le personnage de sa propre biographie, commence précisément ici, sur ce seuil. Jusqu'à notre prochaine rencontre philosophique, je vous laisse avec une tâche simple et profonde. Regardez autour de vous, dans votre vie quotidienne, non avec les yeux de l'habitude, mais avec des yeux lavés par la conscience. Et reconnaissez, où qu'ils se trouvent, les barreaux de la cage. Ce geste de ne pas détourner le regard est le premier acte radical de l'être humain qui commence à devenir libre.